si nombreux pour cette causerie midi. Je tiens à remercier mes collègues Chantal Boudreau, Victor Freeman et Mathieu Long d'avoir proposé de nous rassembler aujourd'hui pour cette causerie midi qui porte sur Retour sur le sommet sur l'éducation, une occasion à saisir. Alors, je ne dirai pas plus que ça, je donne la parole. Parfait, c'est moi qui va commencer, qui va faire le début. Je vous jure, je ne suis pas comme ça quand j'arrive en salle de classe. J'ai un petit peu la tête qui tourne, je vais peut-être me fier un petit peu à mes feuilles. Bonjour Marianne, peut-être me fier un petit peu à mes feuilles. J'ai eu l'occasion, comme vous pouvez le constater, d'assister au sommet sur l'éducation. Et nous, on va vous rapporter en fait un petit peu nos expériences. On va tenter de ne pas mettre de jugement là-dedans. On va vous laisser la parole aussi à la fin pour commenter, discuter, échanger. Puis, on a vraiment aussi, on va regarder, si vous voulez bien, l'angle que l'université aussi peut contribuer dans l'avancement de l'éducation à travers les changements qui sont souhaités. Puis, j'ai eu la chance de parler avec Marianne la semaine dernière. Il y a vraiment beaucoup de changements qui se passent aussi à notre faculté. On pourra les mettre en lumière. Ça vous convient? Parfait, merci. Je suis Lynn Chantal Boudreau, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis la seule qui découvre. Salut! Allez, juste à temps! Juste à temps! Yeah, parfait. Tu reconnais? Oui. Ouais, OK. T'inquiète. Allô? Le plan de présentation, c'est qu'on va faire une petite contexte, une petite mise en situation de ce qui s'est passé, surtout en lien avec le livre vert et le sommet, les grandes lignes. Mathieu va enchaîner aussi dans ce sens-là, une fois que moi j'arrive à une petite partie. On va retourner sur le forum sur l'éducation. À ce moment-là, on va laisser la parole à Victor et à moi, on va apporter nos perspectives de ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a aimé à travers ce sommet-là. Puis, on a peut-être des questions aussi qu'on vous posera. Ensuite, on va laisser la parole à Mathieu, qui va nous parler de Réimaginons l'école. Ça risque d'être fort intéressant. Et après ça, à ce moment-là, ça sera à vous la parole. On vous laissera la parole pour échanger. Et ça sera le gros bye-bye, parce que je sais que c'est en fin de session, puis on sait ce que ça ressemble à ce moment-ci de l'année dans le semestre. Encore personne de parti, ça va? On applaudit n'importe quand. C'est le fait que vous êtes là vraiment dans la diversité aussi, de différents. Tu sais, là, j'en vois des gens un petit peu partout dans notre faculté qui sont ici. En fait, comme je vous dis, j'allais prendre un peu mes feuilles. C'est ça, c'est qu'on a le livre vert qui est arrivé. Je ne sais pas si vous l'avez constaté un peu comme ça. C'était comme un cadeau qui a été lancé. On va dire que c'est un cadeau qu'on avait à déballer puis à regarder le contenu. Il y a des cadeaux qu'on aime et des cadeaux qu'on n'aime pas. C'est comme, faut être quand même honnête aussi. Et ce livre vert-là est arrivé soit juste avant la tenue du sommet. En fait, l'objectif du départ, c'était de réunir à travers le sommet, de ce qui est dans les documents qui a été mentionné, dans la lecture qui a été mentionnée, c'est de réunir justement les gens de divers milieux, que ce soit les parents, les enfants, les éducateurs, les gens du monde des affaires aussi, à réfléchir ensemble sur comment on pourrait créer un changement concret et positif dans le milieu de l'éducation. Si vous avez lu le livre vert, j'imagine que oui. Sinon, pour les autres, on peut vous apprendre ceci. Il est en ligne aussi, vous pouvez aller facilement le récupérer. Il y avait à ce moment-là, lorsque le livre vert a été... bonjour, allô, Gilbert! À ce moment-là, quand le livre vert a été annoncé aussi, il y a eu un espace pour recueillir les commentaires. Ça fait que les gens pouvaient, s'ils voulaient, puis on a reçu, même à travers notre faculté, il y a des gens qui ont commenté, il y a eu comme une espèce de petite discussion qui s'est faite ici. Et lorsqu'on s'est rendu, on avait jusqu'au 15 octobre à ce moment-là pour soumettre les idées. Puis ça s'inspire foncièrement, fondamentalement, en tout cas, le livre s'inspirait des fondements établis sur le plan de 10 ans. Oh, je l'avais le plan de 10 ans. Ça s'en vient. OK, il s'en vient. OK. Parfait. Je me ramène dans d'autres choses. Puis après ça, le sommet aussi, c'était de savoir, c'était des façons d'échanger. On voulait échanger par le biais du sommet, permettre aux gens d'échanger sur ce qui se passe en salle de classe, qu'est-ce qui est nos réalités respectives aussi, puis comment on peut travailler ensemble pour aller dans un changement réel, adapté à la réalité de nos jeunes d'aujourd'hui. Là, on peut peut-être appuyer dessus. Je vais juste ajouter encore. Okay, parfait. La tenue du sommet, en fait, ce qui était important ici, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait la question d'échange. On voulait aussi laisser une place pour célébrer les réalisations et orienter des propositions politiques et des changements législatifs jusqu'en au moins 2030.
si vous regardez dans le livre vert qui nous a amené aussi dans des discussions au sommet, c'est qu'il y avait des mesures qui avaient été présentées dans le livre vert, puis il y avait des pratiques aussi prometteuses qui étaient dans les conclusions. Du côté de l'université, si on regarde plus près de nous, si vous faites une petite recherche, vous allez dans le livre vert, vous allez voir qu'il y a on est nommé 3 fois, l'université sont nommés 3 fois dans le livre. Une première fois, c'est en lien avec l'éducation à la petite enfance. Et ça disait ici, c'était la nécessité de collaborer constamment avec les universités et les collèges afin d'améliorer sans cesse la qualité et la formation, le perfectionnement professionnel continu des éducatrices, éducateurs de la petite enfance. Et il y avait un autre élément aussi dans les mesures, c'était dans les mesures à prendre en lien avec la formation et la liberté du personnel enseignant. Et à ce moment-là, si vous avez lu ça, je vais quand même le reprendre, c'est que le gouvernement va collaborer avec les universités et les collèges pour faire en sorte que les programmes d'enseignement soient le reflet des pratiques exemplaires et qu'ils préparent les étudiants en enseignement à l'environnement de la salle de classe qui évolue rapidement. Fait qu'à ce moment ici, c'était les 3 éléments où l'université, comme tel, le mot université avait été ressorti, que j'ai ressorti du livre vert, mais qui a été aussi mentionné. Fait que là, je vais laisser maintenant la parole à Mathieu. Donc, le livre vert est sorti le 3 octobre, puis je vous rappelle que le sommet était du 16, 17, 18 octobre. C'est pas beaucoup de temps pour un document de réflexion de cette nature-là pour qu'on puisse faire une consultation en bonne et due forme, qu'on puisse avoir une idée, se faire une idée sur le livre vert, au moins de notre part comme acteur important dans la formation initiale, formation continue. Je pense que le mot crise vient plus souvent dans le livre vert, crise du système scolaire du Nouveau-Brunswick. Le mot crise vient plus souvent que l'expression Université de Moncton, qui vient 3 fois, avec le mot crise vient plusieurs fois. Et même, vous aurez vu dans la couverture de presse que le premier ministre qualifiait le système d'éducation du Nouveau-Brunswick comme étant un désastre. Puis ça a fait la une. Je pense que c'était le matin du 16 ou du 17 qu'il avait fait cette affirmation-là. Donc, ici, ce que j'ai plutôt à dire, c'est, ou ce que j'aimerais souligner, c'est plutôt la prémisse qui mène à ce livre vert-là, aux yeux du gouvernement, en fait, peut-être pas l'appareil gouvernemental, mais des élus, du cabinet et du ministre. Il semble y avoir un problème majeur avec le système d'éducation du Nouveau-Brunswick, avec les expressions qu'il utilise. Il y a aussi, à plusieurs reprises, on parle tout le temps de cette obligation de changer, pour différentes raisons. Le sous-ministre adjoint, qui est maintenant le sous-ministre, Marcel Lavoie, avait pris la parole, puis j'y reviendrai un peu plus tard, peut-être que Victor et Lynn y reviendront un peu plus tard quand on parlera du sommet en tant que tel. Mais pour différentes raisons, une perte de motivation des élèves au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la 11e année, puis en 12e année, il y a un regain parce qu'évidemment, ils savent qu'ils finissent, puis ils ont un projet après l'école, après la période scolaire. Mais il y a quand même des expressions dures dans le livre vert, comme les classes sont devenues, beaucoup de classes sont devenues ingérables. Il n'y a pas nécessairement une généralisation que toutes les classes, mais on dit que beaucoup de classes deviennent ingérables. Il y a de la violence qui est vécue. On a beaucoup entendu parler de cette violence-là du côté de CBC dans les derniers 2 ou 3 ans. Même qu'à un moment donné, on disait qu'il y a des enseignants qui vont se vêtir de Kevlar pour les élèves qui vont les mordre, etc. Mais on n'a pas entendu cette situation-là, puis j'ai jamais entendu la FND même mentionner que leurs membres, donc les enseignants du francophone, se plaignaient de cette violence-là. Mais aussi, ça revient souvent, il y a besoin de changement parce qu'il faut davantage répondre au marché du travail, répondre au marché de l'industrie, et c'est écrit noir sur blanc à plusieurs reprises dans le texte du livre vert. Donc ça, c'est comme la prémisse qui conduit à différentes mesures proposées qui sont pas précises ou précisées. Mais des fois, il va y avoir, en fait, en 2 occasions, on parle de réduire la lourdeur de la structure administrative. On questionne les districts, les CED, les CPAE, puis même qu'on dit que tous ces comités créent de la confusion parmi les parents. Donc, c'est une affirmation du livre vert. On parle d'évaluer les enseignantes et les enseignants à partir des progrès des élèves, qui est une mesure qu'on entend périodiquement dans différentes provinces canadiennes. On parle de décentraliser les décisions vers les écoles, qui est peut-être en lien avec le premier point aussi, parce que s'il y a
s'il y a des structures, les CED, les districts prennent des décisions, si on veut décentraliser vers les écoles. Et on dit aussi que c'est à la demande même des administrations scolaires, donc des directions d'école. Et on parle de changements prévus dans le programme d'immersion. J'en aurais pas parlé, mais maintenant qu'on a des programmes qui vont être en vigueur, ça nous concerne aussi par rapport à l'immersion. À 2 ou 3 reprises, on veut que tous les élèves de la province, quand ils graduent du système scolaire, soient capables d'avoir une conversation dans la langue seconde. Et donc, on dit que le modèle, on sous-entend que le modèle actuel ne permet pas de le faire, donc on peut pas entrevoir des changements majeurs dans les programmes d'immersion. Autre mesure qu'on a entendue même hier, parce que les résultats de PISA qu'on a demandé au ministre Carly de commenter, et il est revenu, j'ai lu rapidement, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu rapidement dans l'article de la Cannes qu'il insiste encore sur cette idée d'éliminer les niveaux, puis même qu'il ajoute qu'il y a des écoles secondaires qui ont posé des questions en ce sens-là. Je vais mettre fin à la politique de promotion sociale. Donc, vous voyez que c'est à la fois très large et des fois très pointu comme mesure à prendre. Et revoir les problèmes de composition de la salle de classe. Vous pouvez aller voir directement à la page 12, qui, si on lit entre les lignes, malheureusement, je pense que ça concerne l'idée de la philosophie de l'inclusion scolaire. Quels sont ces changements-là? C'est dans ce contexte-là qu'on se situe avec le livre vert. Et c'est dans ce contexte-là, avec ça en tête, depuis le 3 octobre, que le 16, on s'est rendu à Fredericton. Moi, je me suis rendu juste le 17-18, mais Lynn et Victor étaient le 16. Avec ça en tête, on s'est présenté au forum sur l'éducation à Fredericton, et avec plus de questions que de réponses. Et on souhaitait que le forum, on a vu aussi l'ordre du jour du forum, qui mettait beaucoup d'accent sur des personnes qui avaient beaucoup de leadership, des personnes qui n'étaient pas nécessairement liées au monde de l'éducation. Je pense à Henkel, j'ai oublié son prénom, Danielle Henkel, qui est une femme d'affaires québécoise. C'est ça, l'ordre du jour qui circule va vous montrer qui était présent. C'est beaucoup des personnes qui étaient là pour motiver aussi, pour des personnes inspirantes, qui, certaines ont mieux réussi que d'autres. La plupart ont tous été intéressants, mais il y en a qui ont mieux réussi que d'autres à lier leur discours de leadership à la question de l'éducation. Puis je pense que Lynn parlera du propriétaire de la distillerie Fils du Roi, qui a parti de son exemple personnel, mais pour illustrer certains aspects de l'éducation. Fait que c'est à peu près ça. La prochaine personne, c'est Victor à prendre la parole, qui lui va plus vous parler du forum en tant que tel, puis je reviendrai en faisant le pont entre le forum et qu'est-ce qui vient après. D'accord, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici à grand nombre. Effectivement, les nouvelles ne manquent pas. Maintenant, c'est l'équipe président qui nous interpelle. Maintenant, on revient un petit peu quelques semaines en arrière pour voir un peu ce qui me fait réfléchir, ce qui m'a fait réfléchir, ce qui me fait encore réfléchir. Puis, c'est ça, partons d'une vision de l'éducation du futur. Encore une fois, j'ai plus des points d'interrogation que des réponses. Donc, c'est une belle occasion de vous partager quelques petits éléments qui m'ont interpellé, mais effectivement, c'est très subjectif. Bien sûr que la première journée, tout était et même quand j'étais encore à l'hôtel, donc j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui était dit par le Premier ministre, que ça semble allumer l'audience. L'état désastreux de notre système, en fait. Bref, j'ai quand même été beaucoup plus assidu et attentif le lendemain avec la conférence de Mark Konski, parce que quand j'ai vu ça tout de suite, bien sûr, ça ne m'a pas pris longtemps parce que les technologies m'intéressent depuis longtemps et tout ce qui est innovation qui vient avec ça, parfois ça me semble, oui, c'est quelque chose de nouveau, parce que on en a parlé peut-être il y a 30 ans. Donc,
Mark Pinsky, évidemment, premièrement, bien sûr, ça m'a allumé, puis de notre côté, ça m'a surpris en quelque sorte. Je ne comprenais pas trop, parce que, bon, pour moi, il était comme, oui, il a écrit sur un livre sur Digital Native, sur les natifs numériques, puis effectivement, à l'époque, c'était très révélateur, puis on a commencé à parler de génération nette et tout ça. Quoique moi-même, en 1996, j'ai déjà dit dans un colloque à Montréal qu'on a une génération qui grandit et qui peut comme écrire, taper sur l'ordinateur avant d'apprendre à lire. Donc, j'ai vu ça déjà venir, cette conversation m'a interpellé évidemment, mais là j'ai commencé à écouter, puis là j'ai compris qu'il vient avec toute une autre idée, et là il y avait un livre, je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est un cadeau de l'actuel sous-ministre, parce qu'on a utilisé ce livre-là dans le labo Créons la suite, là, labo d'innovation sociale, donc Education to Better Their World. Donc, ce que j'ai repéré, que le ministère semble accorder une attention particulière à cette petite brochure. Puis, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer M. Pinsky 10 ans passés, je pense, lors des 2 premiers colloques à Claire. Il était conférencier, puis j'ai eu même la chance de converser avec lui une quarantaine de minutes. Et ce qui m'a surpris à cette époque-là, alors que j'ai pensé que l'affaire des programmations et des codages était l'affaire du passé, il m'a dit, c'est ça que ça vient pour tout le monde, puis il y a tout le côté, ce qu'on appelle programmation pour tous, codage. Qui est cette personne, finalement? Là, ça m'a permis, il est visionnaire d'une école du XXIe siècle. Donc, il n'y a pas de doctorat, mais ce que j'ai trouvé, il est auteur et conférencier. Je ne sais pas combien de centaines de conférences qu'il a données, c'est toute une liste dans son CV. Mais ce qui est intéressant, tout de même, que j'ai repéré qu'il y a une maîtrise en enseignement à Yale University, donc c'est une école assez renommée, puis un bras de Harvard, puis il est enseignant, puis directeur d'école, puis c'est une école qui a accueilli des élèves dans un milieu plus que défavorisé de Harlem, de New York. Donc, il m'en a parlé d'ailleurs quand on a pris un petit déjeuner avec lui le 18. Ce que j'ai appris aussi, qui était musicien pendant 5 ans, il était musicien professionnel, puis a joué sur Broadway, il a chanté, il a joué, donc il est musicien professionnel. Ça, je ne savais pas, par exemple. Ça, j'ai appris en parcourant son CV. Donc, ces propos par rapport aux natifs numériques ont été pas mal critiqués, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'il lui dit, puis il dit, mais il n'y a pas de recherche en arrière. Bon, c'est une visionnaire, comme je vous ai dit. Ça prend aussi de recherche empirique, bien sûr, mais il y a quelques idées tout de même que j'ai repérées cette fois-ci qui me font réfléchir. Donc, j'ai pris juste quelques idées. Perception des jeunes, partir, l'éducation. Premièrement, c'est les jeunes en action. Donc, tout ce qui se passe, c'est les jeunes en action. Donc, perception des jeunes. Extended minds all network together. Est-ce que c'est trop rosé en sachant qu'on a encore des écoles et même des endroits, des familles qui n'ont pas d'Internet? Puis quand je passe dans certains endroits de la province, pas évident d'avoir même les téléphones. Mais on croit aujourd'hui que les jeunes sont connectés et c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils apprennent. À raison. Projet réel pour améliorer le monde. Donc, ça m'a parlé. Exemple qu'il a donné d'un projet de 2 élèves
d'une école secondaire pour aider un élève handicapé d'être à l'école à distance. Donc, ils ont fait un robot téléguidé. Ils ont conçu, puis ils ont designé. Ici, on parle d'un élève de l'école de 11 ans, école intermédiaire, qui a inventé un dispositif pour prévenir les décès de bébés oubliés dans les voitures. Donc, il a été préoccupé. Puis pourquoi ça m'a parlé? Parce que je vois plein de projets qui intéressent nos jeunes dans différentes écoles, dans les labos créatifs qu'on voit avec l'équipe Compética, que je représentais lors du sommet et aussi avec l'Artica. Donc, évidemment, des problèmes réels préoccupent nos jeunes. Donc, ce que M. Prensky a dit, il faut partir des problèmes réels. Et c'est pas qu'on prépare les élèves à vivre au XXIe siècle alors qu'on est en 2020. Bonjour, joyeux Noël, bonne année. Puis apprentissage avant enseignement, apprendre par penser, par accomplir. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais peut-être aussi parcourir très brièvement, encore une fois avec une question. Est-ce que c'est ça la vision de l'éducation du futur? Apprendre à accomplir. Donc, c'est quelque chose qui doit être accompli. Et là, on parle de la confiance, du respect, de l'indépendance, collaboration, puis bonté. Puis, Roberto, qui a écrit dans son blog, Roberto Gauvin, que vous connaissez probablement, qui était longtemps directeur de l'école Adler. Comment pouvons-nous aider les jeunes à se préparer pour leur monde? Ça, c'est comme ça, Roberto a écrit sur ses notes dans son blog sur ce que M. Prensky a dit. Il faut traiter comme des personnes compétentes, ne pas les donner des connaissances, valoriser leurs rêves, les aider à trouver ce qui les tient à cœur, dans quoi ils excellent et ce qu'ils aiment faire. Donc ça, c'est Roberto. Puis ça, j'ai lu son article de blog, puis je recommande cet article-là également. Tout à faire, comme Mathieu a parlé, que bien sûr ça nous interpelle, un petit peu marginalisation de l'éducation, ça veut dire qu'on prépare au marché. Donc, Avenir Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai pris quelques notes et quelques diapos de leur présentation. Là, on voit les élèves fabriquer des choses on a aussi place aux compétences, on a aussi labo créatif, puis les jeunes, école entrepreneuriale. Puis ce qui est écrit sur le site de cet organisme Avenir Nouveau-Brunswick, les travailleurs de demain ont besoin d'une expérience concrète dès aujourd'hui afin d'être prêts pour l'avenir. Je me demande alors, est-ce que l'apprentissage expérientiel dont on parle ici à l'université, moi pas juste parle, mais encore une fois, on semble y accorder une attention particulière. Effectivement, ça me parle, mais ça me fait poser plusieurs questions. Finalement, dernière chose, parce qu'effectivement, on aurait pu parler longtemps, Sébastien Sasseville, ça vous dit quelque chose comme nom? C'est quelqu'un qui a franchi un pas à la fois jusqu'au sommet de l'Everest, la plus haute montagne, et aussi a traversé le Canada en vélo, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, donc, la culture, créativité comes from culture. Donc, créativité vient avec la culture. Mindset, là c'est beaucoup, c'est aussi à la mode que je cherche encore à comprendre. Mais mindset, on parle beaucoup en lien avec l'innovation. L'importance du premier pas, ça c'est extrêmement important. L'équipe, travail fort, hard work. Faiblesse individuelle, force collective. Ça aussi, ça me parle beaucoup. Se parler pour réussir. Donc, l'équipe qui veut réussir, qui veut atteindre le sommet, doit apprendre à se parler pour réussir une mission impossible. No instruction manual. Je n'ai pas besoin de traduire. Pas de livre avec des instructions.
process up, down all the time. C'est qu'il faut aussi comprendre pour monter au sommet, même si tu es tout près, puis il te reste encore quelques mètres, il faut revenir à la base, baseline, ce qu'il a dit, pour remonter de nouveau, parce que question d'oxygène, donc ça me parle énormément. Puis dernière chose, obsédé par sommet, oublie mission. C'est ce que j'ai noté. Et effectivement, on continue avec Lynn. Merci. C'est intéressant de vous entendre, ça fait revivre ce qu'on a vécu là-bas. Vous voyez les différentes personnes qui ont été présentes au sommet, c'était très enrichissant. Nous, on a ciblé quelques personnes. Roberto, c'est vrai, tu as tout à fait raison, son blog est extraordinaire. Sasseville, ben c'est ça, c'est de commencer un pas à la fois. Moi, c'est ça que j'ai retenu aussi, qu'il ne fallait pas tout embrasser au même moment, en même temps, mais c'est à chaque jour d'être capable de faire un pas dans la direction qu'on souhaite aller. Ce que j'ai retenu aussi de mon côté, puis ce qui m'a fait réfléchir, c'est l'importance de créer des environnements d'apprentissage où les enfants se sentent engagés et engagés dans des projets qui concernent les grands enjeux du monde, en fait. Les amener dans des situations, on l'a déjà entendu par le passé, mais on est là de plus en plus de faire participer les jeunes aux grands enjeux du monde environnementaux, ou qu'est-ce qui les passionne, partir de là, croire dans leur potentiel. Et ça, dès la maternelle, dès la petite enfance, pour leur permettre, pour leur créer des environnements enrichissants, stimulants, puis qui leur donnent la possibilité de s'affirmer, d'explorer, d'apprendre et surtout de communiquer, l'importance de communiquer. Ils font de la recherche, ils ont besoin d'exprimer finalement ce qu'ils ont trouvé pour être capables. Ils ont besoin d'avoir un public, que ça ne tombe pas juste comme lettre morte un peu partout. Ce que moi j'ai réalisé aussi, c'est que j'ai trouvé ça intéressant que ça revienne, c'est de ne pas perdre aussi l'aspect humain. Malgré toute la technologie qui est là, qui nous entoure, l'aspect humain est très important. On a parlé aussi de la question, ça j'ai trouvé que ça avait quand même bougé un peu, la question des résultats, des notes, la fameuse histoire des notes, de placer des notes à la fin des évaluations et tout ça. On a parlé beaucoup de la question de ne pas avoir un diplôme nécessairement en poche, mais un curriculum vitae avec des accomplissements à l'intérieur. Qu'est-ce que la personne est? C'est quoi le portrait réel de cette personne-là? C'est quoi ses compétences? Dans quoi elle excelle? Donner du pouvoir aussi aux élèves, de les traiter comme des personnes compétentes, comme tu l'as mentionné, puis valoriser leurs rêves aussi, leur donner la possibilité de croire dans leurs rêves. Puis moi, ce que j'aime dire comme expression, ben, on devrait laisser aux élèves, puis ça je l'ai retrouvé un peu là-dedans, laisser aux élèves la possibilité de croire dans leurs rêves, jusqu'à ce qu'elles et eux décident de changer leurs rêves. Et non qu'il y ait l'adulte qui est là, qui dit non, ça ne fonctionnera pas tes affaires. Mais c'est de laisser l'enfant croire à ses rêves jusqu'à ce que lui décide « Ah, ben finalement, c'est cette orientation-là que moi je veux donner à ma vie. » Ici, une personne qui m'a c'est ça, la féministe en moi, Danielle Ingold, m'a beaucoup interpellée. On pense que c'est gagné, hein, que c'est acquis pour certaines personnes. Alors, ben non, on n'a plus besoin d'aller dans ce sens-là. Mais Danielle a vraiment ramené toute la question toute la question de l'entrepreneuriat au féminin, la possibilité de créer dans les salles de classe, déjà tout jeune, la possibilité aux femmes de pouvoir s'épanouir, ou de personnes qui se considèrent comme femmes, je devrais dire ça dans ce sens-là. Ce que hier, j'étais dans une classe, justement, j'étais avec un groupe d'élèves de 7e année, puis il y avait une question qui leur a été posée, qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer le monde, pour mettre le monde meilleur? Et il y a cette jeune fille-là qui m'a dit, moi j'aimerais ça qu'on laisse la place aux femmes et aux hommes de se réaliser. Il ne devrait pas avoir de différence entre les deux. On sent que nous autres, on n'a pas les mêmes possibilités. J'étais comme, OK, wow, j'ai même pas parlé de ça, puis elle l'a apporté. Ça fait aujourd'hui, il y a des élèves encore qui sont conscients de cette injustice-là qui se passe. Puis Danielle, elle l'a vraiment mis en lumière. Elle l'a dit au début, c'est pas une scientifique, c'est pas une enseignante, elle ne peut pas prédire l'avenir. Mais elle a vraiment mentionné sur le fait que nos enfants ont besoin de voir des enseignants humains, l'importance d'écouter nos élèves en salle de classe aussi, apprendre à rester soi-même, puis que les jeunes ont besoin de modèles pour s'inspirer. L'autre personne aussi. C'est ça, on l'a vu tout à l'heure, Mathieu l'a mentionné tout à l'heure, c'est Sébastien Roy. Je ne sais pas si vous avez la chance de suivre cette personne-là.
sur Facebook. Moi, je suis un peu sur Facebook. C'est un entrepreneur que je trouve qui... Je peux vous dire que je l'aime depuis longtemps, puis il sait que je l'aime depuis longtemps, là, depuis qu'entrepreneur. Mais là, au sommet, j'ai trouvé qu'il avait apporté une autre perspective que je ne savais pas. C'est un élève, c'est un décrocheur potentiel. Sébastien, il y avait des difficultés quand même assez majeures à l'école. Son frère réussissait très bien, mais pas lui nécessairement. Mais lui, il avait des grandes ambitions, il avait des grands rêves. Puis à un moment donné, il avait entendu dire que de la levure, que tu mélangeais ça avec de l'eau, ça donnait de la vie. Ça fait que c'est installé à un très jeune âge. Il n'a pas voulu le dire à ses parents. Il a pris de la levure, il a mis de l'eau là-dedans. Il me dit à sa garde-robe, je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle pas du nombre de jours. Mais à un moment donné, il dit, puis il nous a vraiment au sens figuré, il dit, je suis allée dans la garde-robe, je me suis penchée, j'ai regardé là-dedans, j'ai mis ça, le pot à la lumière, puis effectivement, il y avait de la vie. Il dit, j'allais donner la vie. Fait que là, c'est là que ça a commencé son projet aussi. Puis il y avait quelqu'un qui lui avait dit, si tu t'en vas dans le domaine de l'alcool, tu vas faire de l'argent. Fait que là, lui, tout de suite, il a dit, OK, ben moi, je m'en vais dans le domaine de l'alcool, je vais faire de l'argent, puis je peux donner la vie en plus. Fait que ce projet-là s'est construit principalement avec sa mère. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Sa mère a tout vendu, elle a tout mis là pour réaliser le projet avec Sébastien, ensemble en collaboration. Fait que, puis Sébastien, il disait que c'est important de croire justement la même chose, de croire dans les rêves des enfants, leur donner la possibilité. J'aime beaucoup aussi tout le lien qu'il fait avec notre histoire aussi de l'Acadie dans ses produits qui mettent de l'avant l'aspect de la langue et de la culture. Puis pour Sébastien, ben, c'est ça, c'est qu'il a réussi, lui, dans son entreprise, par mobiliser les gens. Moi qui m'intéresse beaucoup au leadership, mobiliser les gens dans leurs différents champs d'expertise pour mener à bien le grand projet qu'on souhaite. Fait qu'il dit, j'allais chercher la meilleure chimiste qu'il n'y avait pas, parce que moi, je ne connaissais rien en chimie, mais elle connaissait quelque chose. Elle connaissait peut-être rien dans mon projet d'entreprise, mais elle connaissait quelque chose. Fait que ça l'a aidé vraiment à promouvoir son entreprise. Oui. Ici, la dernière journée, c'était le Café du Monde. Il y a eu plein de questions qui ont été posées à ce moment-là. Et, c'est ici, je l'avais déjà tourné. Le Café du Monde, ben, c'est ça, c'est que le côté francophone et anglophone ont été séparés. On a réfléchi ensemble. À ce moment-là, Gérald Richard nous a adressé, le sous-ministre nous a adressé la parole en disant bien sûr que lui ne mettrait pas de contraintes au moment où il était en ce poste-là, pas de contraintes pour que si les gens veulent travailler ensemble dans toutes les sphères, vous pouvez travailler à réinventer, finalement, réaménager l'école. Et ben, c'est directement, à mon avis, en lien avec le leadership partagé, bien sûr. Et le plan de 10 ans allait rester quand même beaucoup de l'avant dans les différentes initiatives. Puis là, je me rends, c'est par ton tour. Deux petites choses. En commençant, vous voyez là, dans la dernière diapo, là, mot de la fin, grand cercle et engagement. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Oui, donc ça, on va commencer par la fin. À la fin, on devait tous faire le premier pas. C'est en lien avec ce que Sébastien Sasseville qui a gravi l'Everest. Puis je reviens là-dessus quand il dit, c'est quoi la citation là? La mission. Quand on est obsédé par le sommet, on oublie la mission. Oui. La mission, c'est pas de gravir le mont Everest. La mission, c'est de revenir pour en parler. Parce que si tu crèves au sommet, tu n'as pas accompli ta mission. Puis c'est contre-intuitif ce que Victor disait, c'est que tu montes jusqu'au camp de base, il y a 3 camps de base. Le dernier camp de base, c'était à quelques centaines, même pas quelques centaines de mètres, peut-être une centaine de mètres du sommet. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit, pour pouvoir redescendre, après avoir franchi le sommet, quand on est si près du but, il faut redescendre au camp de base, parce que la mission, c'est de revenir en vie. Donc, tout commence par le premier pas. Et à la fin, le grand cercle, le premier pas était, c'est quoi le premier pas? Et mon premier pas, c'était ceci aujourd'hui. C'est de retourner à la faculté, parler avec Victor et Lynn qui étaient présents, puis de rencontrer les collègues et la communauté, les partenaires de la faculté, pour voir ça va être quoi notre premier pas. Pour pouvoir répondre à cette question-là de c'est quoi notre premier pas, ben, je vous ramène à certains documents. Et je vous ramène, moi je vous parle de Marcel Lavoie, qui lui, quand il a pris la parole, il est revenu au profil de sortie. Puis il a dit le ministère, puis après j'ai parlé à Marcel, puis il dit avant je parlais beaucoup des compétences, maintenant je parle, quand je m'adresse aux enseignants, je parle des visées. Puis pourquoi les visées? Bien, pour chacune des visées qui sont là, les citoyenneté engagée et éthique, il y a une situation qui est préoccupante.
Bien sûr, on pourrait penser à la faible participation aux élections, mais à la qualité de la participation dans les médias sociaux comme citoyen, qui peut être riche, qui peut être pauvre, à la capacité des personnes, des élèves et des citoyens à prendre en charge leur communauté. Donc, il y a cet aspect-là qui doit s'améliorer. On doit aussi développer le désir d'apprendre tout au long de sa vie. Pour Marcel, le fait que c'est lié au développement de vie et carrière, qui est le premier objectif du profil de sortie, du plan de 10 ans plutôt. Et c'est cette capacité-là de se donner des projets puis de continuer à être motivé en 6e, 7e, 8e année, là où ça plonge le plus rapidement possible le niveau de motivation des élèves. Donc, comment on peut les garder accrochés comme apprenants? Parce que s'ils décrochent à 10, 11 ans, qu'est-ce qui dit qu'ils vont rester accrochés à apprendre et à développer un désir d'apprendre tout au long de sa vie? La troisième visée, c'est de mener une vie équilibrée. Quand on sait, par exemple, qu'il y a de graves problèmes de santé liés à la sédentarité, liés à des saines habitudes de vie, liés à l'environnement, ben, on a besoin de cette visée-là aussi, de s'attaquer aux 3 visées, finalement, pour avoir un système d'éducation. Et ça, c'est la prémisse de toutes les réflexions de Marcel Lavoie, qui est maintenant sous-ministre, et du ministère en général. Les changements qu'on fait, il faut garder en tête que c'est ça la mission. C'est là qu'on veut se rendre. L'autre élément, c'est le profil de sortie, qui a 3 compétences, 6 composantes. Vous les connaissez, je les rappelle juste. Socio-affective, donc la composante personnelle et interpersonnelle, cognitive, la pensée critique, créative et innovatrice, et la compétence communicative, traitement de l'information, exploitation des médias. Et ça suppose des changements du système scolaire néo-brunswickois, et c'est ça que Marcel, mais c'est ça que les documents nous mettent en place, et c'est ça que le ministre nous invite dans le livre vert, et c'est là qu'on s'en va, nous, ici, aujourd'hui, en termes de réflexion. C'est qu'on est un acteur qui a un rôle important dans ce changement-là. Et c'est quoi le pas qu'on voudra faire? Le ministère dit qu'à la fin, dans son plan de 10 ans, on met en place le système de gestion formelle. Ça intéresse peut-être plus les experts du domaine de l'administration de l'éducation. Mais il parle aussi du profil de compétences dans lequel on a une tendance à vouloir faire un virage vers l'approche par compétences. Il y a des écoles prototypes, mais on sent beaucoup une forte pression pour que l'ensemble des écoles adoptent l'approche par compétences. Et ça, ça a un impact sur ce que nous, on fait dans la faculté des sciences d'éducation. Dernier élément, c'est le point que Lynn a parlé tout à l'heure. Dans les conditions essentielles, on parle de la faculté directement de l'Université de Moncton, dans la formation des enseignants. Puis on parle de renforcer la formation initiale et continue et développer une culture d'apprentissage professionnel autonome pour permettre à l'ensemble du personnel de s'ajuster aux besoins changeants des apprenantes et apprenants. Donc, ça pourrait être notre adresse à nous. Comment on satisfait cette exigence-là ensemble. Donc, maintenant, la parole est à nous. Avec ce livre vert qui, là je fais un commentaire éditorial, qui, à mon sens, reste un document politique. C'est une intention d'un gouvernement, puis un prochain gouvernement pourra avoir d'autres intentions, mais celui-ci a cette intention-là de provoquer le changement dans le système scolaire. Ben, quels sont, à notre avis, non seulement le livre vert, mais si on prend le plan de 10 ans pour le profil de sortie, quel est, à votre avis ou à notre avis, les répercussions sur notre faculté? Là, je vais les faire une à une. Donc, première mise au jeu, prise de parole. Quelle est selon vous, quelles est selon nous, les répercussions de tous ces changements-là sur la formation initiale et continue? Yann?